C'est l'histoire d'un couple, l'histoire d'un amour et d'un engagement absolu durant l'occupation. C'est aussi l'histoire d'un enfant. Il m'a fallu du temps pour comprendre et aller vers eux, apaisé. J'ai rencontré France à la section du Parti communiste du 14e arrondissement. Nous sommes en 1938, France a 25 ans et moi 32. France est une scientifique passionnée par la recherche. Depuis 4 ans, elle travaille à l'Institut national de chimie auprès du professeur Urbain. Son père est l'écrivain Jean-Richard Bloch, un progressiste. Sa mère, Marguerite Herzog, petite sœur de l'académicien André Mauroy, partage les opinions de son mari. L'univers de Fredo, c'est l'usine. Tourneur sur métaux chez Hispano Suiza. Sa spécialité, les pièces d'avion. Syndicaliste avant tout, Fredo a également des responsabilités politiques. Il était la tête de cette section du 14e où nous nous sommes rencontrés. La musique lui prend aussi une partie de son temps avec un instrument favori, le bugle. Moi, c'est le piano qui m'accompagne depuis toujours. Ma famille a tout de suite apprécié Fredo. Son engagement syndical à l'usine, où en 1936 il a été un redoutable organisateur de la grève, son soutien aux républicains espagnols, ainsi que son engagement dans la lutte antifasciste suffit à mes parents pour le considérer comme un des leurs. Ce congrès dont le grand écrivain Jean-Richard Bloch, parlant au nom des intellectuels invités, méritait le nom de Congrès du peuple français. L'unanimité était impressionnante. Les combats politiques et littéraires de Jean-Richard Bloch ont fortement marqué France, son frère et ses 2 sœurs. Mais au début des années 20, c'est à son œuvre d'écrivain que leur père va se consacrer. Dans la maison familiale, la Mérigotte, près de Poitiers, il ne cesse d'écrire romans, essais, récits de voyage, nouvelles, pièces de théâtre. Avec la montée des tensions dans le pays, le voici à nouveau avant-guerre sur le terrain, aux côtés des communistes. Avec son ami Louis Aragon, il est co-directeur du quotidien Ce Soir. C'est en famille, tout au long de sa jeunesse, que France a acquis une conscience politique. Un apprentissage différent du mien. Après mon certificat d'études et un CAP de tourneur, c'est à travers le syndicalisme depuis Saint-Nazaire que je me suis formé. Dès notre rencontre, France et moi avons été portés par la force de nos sentiments, donnant plus d'intensité encore à nos convictions. Quant au prix que nous devions payer, il en fut ainsi. C'est tout ce que l'on peut dire.
C'est ici, à la Mérigotte, que nous avons grandi et que notre père, Jean-Richard Bloch, a écrit la plus grande partie de son œuvre. Moi, Claude, j'étais la plus jeune et la plus proche d'âge de France, puisqu'elle avait 2 ans et demi de plus que moi. Et c'est celle des 4 avec lesquelles j'étais le plus intime, la plus proche. Nous nous comprenions presque sans parler. Elle m'a nommée comme une moitié d'elle-même. Notre père a été profondément marqué, comme beaucoup de gens de sa génération, par l'affaire Dreyfus. Ça l'a poursuivi toute sa vie et ça a sûrement aussi eu une très grande influence dans le fait qu'il a absolument tenu à s'engager immédiatement ou partir immédiatement après la déclaration de guerre de 1914. Il a voulu montrer qu'un juif était aussi patriote et même plus. France est devenue une scientifique, ce qui était impossible pour moi. Elle a beaucoup hésité entre la philosophie et les sciences parce qu'elle était douée pour les deux et finalement elle est devenue scientifique, chimiste. Elle adorait la musique, elle jouait du piano et là aussi à un moment elle a pensé que c'était ça qu'elle ferait dans la vie et puis elle l'a abandonné pour faire autre chose. France a rencontré Fredo un peu par hasard, bien sûr, et comme militant. Et il est évident que se sont rencontrés 2 tempéraments aussi passionnés l'un que l'autre, et ça a joué pour toute leur vie et la façon dont ils ont conçu l'un et l'autre leur vie de militant d'abord, et après l'occupation, leur vie de résistant. Et je pense que leurs 2 tempéraments les amenaient à aller l'un et l'autre au bout de leurs convictions, mais tout à fait au bout de leurs convictions. France, mon amour, notre mariage dans ce bistrot du 14e le 13 mai 1939, quelle fête, te souviens-tu? Tous mes camarades de l'usine étaient là, aux côtés d'écrivains, professeurs et journalistes. Un moment de grande fraternité pour tous. Je m'appelle Fernand Le Riche, je suis dans un lieu qui m'est cher et où j'ai rencontré des personnages qui sont chers à mon cœur. France Bloch-Sérazin, avec son mari Fredo, que j'ai bien gardé dans ma mémoire. C'est d'autant plus émouvant pour moi que je me trouve dans ce 14e qui a vu à la fois leur amour et leur mariage. Le mariage de France et Fredo, c'est certain que ça a été quelque chose d'un peu particulier. Je pense que ça a été une union qui a pu étonner beaucoup de gens, l'union en fait d'un ouvrier et d'une intellectuelle et fille d'un écrivain. Et quel effet ça pouvait faire à mes parents? Eh bien, je pense, moi, qu'ils en étaient
En même temps très heureux, d'abord parce que visiblement France et Fredo étaient très heureux, et aussi parce que c'était presque une image symbolique d'une union au fond de ce qu'on appelle la classe ouvrière et les intellectuels, une union qui en tout cas à cette époque-là était rare et qui, je pense, les a remplis de beaucoup de joie parce qu'ils avaient pour Fredo une grande estime et qu'ils trouvaient que c'était vraiment quelque chose de symboliquement réussi. Ce jour-là, Fredo, j'oubliais tout ce qui grondait au loin, refusant de penser aux menaces, d'autant plus que j'étais enceinte. Une parenthèse de bonheur, avant le choc de la déclaration de guerre début septembre et ta mobilisation immédiate. Le 28 janvier 40, notre Roland est là. Mais ton retour rapide pour une affectation en usine juste avant sa naissance n'annonce rien de bon. L'administration voulant neutraliser les meneurs, tu es interné. Au camp de Saint-Benoît dès le mois de mars, puis après de multiples convocations, confrontations et perquisitions, enfermé à la forteresse de Sisteron. Bientôt, France, les lois anti-juives te mettent dans l'obligation d'arrêter tes activités de chimiste et d'enseignante. Nous étions dans la lutte depuis le début, mais la violence de l'ennemi exigeait plus. En janvier 41, je suis toujours neutralisé à Sisteron. Roland a 1 an. Tu rejoins l'organisation spéciale, les futurs francs-tireurs et partisans. Par je ne sais quel stratagème, tu réussis sous une fausse identité à te faire engager au laboratoire d'identité judiciaire de la préfecture de police quai des Orfèvres. Cet emploi discret de technicienne va durant plusieurs mois détourner l'attention de la police sur tes agissements clandestins. Rue Monticelli. C'est là, tout là-haut, que Fredo et France ont vécu. Et c'est un peu plus loin, au 11, qu'habitait ma sœur aînée, Marianne. Pour Marianne, France, c'était un souci permanent parce que France prenait des risques terribles. Elle ne disait pas tout ce qu'elle faisait, mais Marianne savait très bien qu'elle prenait de grands risques et elle avait très très peur pour elle et elle faisait vraiment tout ce qu'elle pouvait pour essayer de la faire partir, de la protéger. Mais France voulait continuer à rester ici, à travailler ici avec la résistance. J'arrivais de Poitiers avec ma licence de chimie quand j'ai occupé cet appartement, rue Monticelli. Claude, ma jeune sœur, m'a souvent tenu compagnie. Et puis je t'ai rencontré, Fredo. Et nous avons dû réagir à tous ces événements. Notre séparation exacerbant encore davantage ma rage intérieure. Après la déroute si humiliante du printemps 40, il était urgent à mon retour sur Paris de reprendre la lutte en intensifiant la presse clandestine. C'est dans une cave de l'immeuble que le matériel fut installé. Rognéo, stencil, papier, encre. À la nuit tombée, après avoir couché Roland, je m'attelai à la tâche. Puis nous partions avec Élise ou un autre camarade, munis de pinceaux et de pots de colle, nous arrêtant juste un instant pour afficher, jeter des tracts ou déposer des journaux appelant à résister. Nous rentrions la plupart du temps en nage, après le couvre-feu, avec dans nos oreilles le bruit des pas d'une patrouille passant à proximité.
En janvier 41, quand je rejoins l'organisation spéciale, mes connaissances de chimiste vont porter leurs fruits. Nous improvisons en laboratoire. C'est dans un 2 pièces de fortune, dans le 19e, qu'après mes heures de travail à la préfecture de police, je fabrique des explosifs. Dynamite, chédite, corde au Big Four, rien ne manque. Nous stockons aussi des grenades, des fusils, de vieux 6,35, des poignards, tout ce que nous pouvons récupérer. À Paris, une explosion due à la malveillance. Convoi, barrage allemand, pylône électrique, permanence collabo à Paris, à Orléans et aux alentours. Tous les sites ennemis à notre portée sont des cibles privilégiées. Ça a été le début d'une série d'organisations de résistance, dont l'organisation spéciale à laquelle j'appartenais et à laquelle appartenait France Bloc. Cette organisation spéciale avait donné à France Bloc la mission de préparer des explosifs qui ont permis de détruire ou d'endommager des sites allemands qui étaient pour eux de grande importance. France, quelle joie d'avoir pu te donner moi-même la paire de sabots en bois fabriqués pour Roland lorsque j'étais à Sisteron. Quelques jours avant le premier anniversaire de notre fils, ce cadeau que j'ai pu lui faire et ta visite m'ont tant réconforté. Deux mois plus tard, je vais pouvoir te serrer vraiment dans mes bras. Le 13 mars 41, exactement, après m'être évadé. Mon Fredo, te souviens-tu? C'est dans une maison comme celle-ci, dans le 13e arrondissement, une maison prêtée par Étienne, que nous nous sommes enfermés plusieurs jours. Je ne sais plus le nombre exact. Le temps s'est juste arrêté, jusqu'à ce que nos amis te changent de cache. Quelle mauvaise idée. Repéré immédiatement, tu es arrêté à nouveau, condamné pour évasion d'un camp surveillé, puis interné à la santé, à Fresnes, au dépôt, pour aboutir au sinistre camp de Choiseul à Châteaubriand, où tant d'amis seront exécutés, et où chaque jour, Fredo, j'ai tremblé pour toi en entendant les noms des prochains fusillés. Je craignais pour ma vie, mais j'ai pu me rendre compte lors de mes quelques jours de liberté combien l'étau se resserrait aussi autour de toi, France. La Gestapo et la police de Vichy allaient-elles ignorer longtemps que l'employé qui travaille à la préfecture de police, le jour, et l'activiste, petite, brune, que l'on commence à pister, sont en fait la même femme. Jusqu'au 16 mai 42, j'ai voulu croire que tu réussirais, que l'on réussirait. Pour enfin se retrouver. Toutes mes lettres entre les lignes te l'ont crié. Châteaubriand, lundi 20 octobre 1941. Petite chérie, une nouvelle semaine commence, encore une. Et avec ce nouveau lundi, j'espère fermement avoir une grande lettre de toi. D'où je suis, j'ai sous les yeux ta photo. Celle où tu tiens Roland par la main, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas besoin de photos, tu t'en doutes, mais ces dernières sont malgré tout des compagnes bien douces à contempler.
quand pourrai-je enfin m'en passer et revoir véritablement vos chers visages? Là est le mystère. En attendant cette joie, je suis contraint de vous transmettre mes meilleurs baisers dans cette lettre. Je t'aime, mon amour. Vendredi 16 avril 1942. Il y a 3 ans, à cette époque, nous étions tellement heureux, n'est-ce pas, mon amour? Hélas. Que de choses se sont passées, que d'événements tragiques. Nous avons bien fait de profiter des quelques mois de bonheur qui nous ont été accordés. 3 ans. Comme c'est long lorsqu'on se trouve séparé de ce qu'on aime, et comme c'est court lorsqu'on mesure exactement le temps qui s'est écoulé. Et maintenant, nous avons un garçon qui parle, qui marche tout seul, et qui ne connaît pas son père. Et puis après des dizaines et des dizaines de lettres, la dernière, qui arrivera jusqu'à toi. Je te l'ai envoyé un dimanche, le 10 mai 1942. Je venais juste d'arriver au camp de Vauves et comptais les jours avant ta visite. Il en restait 3. Avec quelle fiévreuse impatience j'attends votre visite mercredi prochain, mais tu la devines, n'est-ce pas, ma chérie? Il y a si longtemps que l'on nous a privés de cette joie si humaine de se voir, de se parler. Oui, ma chérie, dans quelques jours, il y aura 3 ans que nous nous sommes unis pour une vie qui n'aurait dû être que du bonheur. Hélas, la réalité a été tout autre. Et cette réalité est tellement cruelle. Signe avec nous. Malheureusement, des centaines, des milliers, des millions d'êtres souffrent terriblement, eux aussi. Bonne nuit, mon amour adoré, et à mercredi. Bon baiser au petit. Je te serre bien fort contre moi et t'embrasse amoureusement. Ce 13 mai 1942, tu es bienvenu me voir. Ce fut aussi le jour de notre dernière rencontre. « 16 mai 1942. Perquisition numéro 1, rue Monticelli, dans le 14e. Nous sommes transportés sur le lieu, au 8e étage, dans l'appartement loué par le nommé Serrazin. Nous avons découvert dans les vêtements de la dame Serrazin une fausse carte d'identité professionnelle du ministère des PTT. Une paire de lunettes à verre neutre entourées d'écailles et une photo du nommé Serrazin. Dans un placard à pharmacie, un lot de préservatifs. Nous avons saisi ceci parce que dans des documents trouvés sur des terroristes, il était indiqué que les préservatifs pouvaient être utilisés comme récipients à acide sulfurique dans des engins incendiaires. Livres, photos et brochures de propagande communiste ont par ailleurs été trouvés. Nous quittons les lieux après avoir laissé des inspecteurs en surveillance avec mission d'interpeller toutes les personnes qui se présenteront au domicile de la femme Serrazin. « 16 mai 1942. Faisons comparaître la femme Serrazin née Bloch, qui, sur interpellation, décline son identité comme suit. Je me nomme Bloch Françoise, née le 21 février 1913 à Paris, fille de Jean-Richard Bloch et de Marguerite Herzog, épouse de Serrazin Frédéric. J'ai un enfant, Roland, âgé de 2 ans, actuellement en garde chez Madame Touchet.
Je suis de nationalité française, de race juive, et je suis chimiste. Des renseignements que nous possédons, il résulte que vous êtes en liaison avec des membres de l'organisation spéciale terroriste du Parti communiste clandestin, à qui vous avez fourni des renseignements, des produits chimiques et pharmaceutiques. Expliquez-vous. Je nie être en liaison avec des membres d'une organisation terroriste. J'ai des relations parmi les communistes, mais je nie avoir une activité quelconque en faveur du Parti communiste. Ces relations sont purement amicales. Reconnaissez-vous cette photo? Tous les lundis, vous rencontriez le nommé Guiscot, à qui vous remettiez des produits, ainsi qu'il résulte de ses aveux dont nous vous donnons connaissance. Qu'avez-vous à répondre? Je reconnais cette photo. J'ai rencontré cet homme, autant que je m'en souvienne, à l'occasion de réunions dans le 14e, mais je ne me rappelle pas l'avoir vu depuis avant la mobilisation. Je n'ai jamais rencontré cet homme tous les lundis pour lui remettre des produits chimiques. Des renseignements que nous possédons, il résulte que vous avez travaillé au laboratoire de l'identité quai des Orfèvres. Expliquez-vous. J'ai travaillé en effet au laboratoire de l'identité quai des Orfèvres du 13 janvier 1941 à fin février 1942. J'étais employée comme assistante technique. Mon travail consistait à faire des analyses d'organes. Du fait que vous travailliez à l'identité, vous étiez donc à même de fournir des renseignements à une organisation terroriste. Qu'avez-vous à répondre? Je maintiens ne pas avoir fourni de renseignements à une organisation terroriste. Renseignements que j'aurais pu recueillir au service de l'identité judiciaire. Cette femme a été reconnue par l'inspecteur Charlot à la suite de l'arrestation du terroriste Carmen le 11 février 1942 à la station de métro La Râpée. Elle était en compagnie de ce dernier lorsque l'inspecteur a été blessé par le terroriste d'un coup de revolver. Elle avait réussi à s'enfuir. Nous savions qu'une femme fournissait à l'organisation spéciale des produits chimiques. Des recherches furent entreprises dans les divers laboratoires où cette femme pouvait travailler. L'inspecteur Charlot a fini par la retrouver à l'identité judiciaire et l'a prise en filature jusqu'à son arrestation. De ce rapport, il ressort que Dame Sarrazin est un agent du Parti communiste clandestin. Que par ailleurs, autour de cette affaire, 68 individus ont été identifiés. Certains d'entre eux semblent jouer un rôle important à l'organisation spéciale. Je suis Marie-Josée Chambard-Delauve. J'ai été arrêtée à Rennes le 22 mai 1942 et j'ai été amenée à la santé le 17 juillet de la même année. C'est le 31 juillet que je suis rentrée en contact avec Marianne, son nom de prison, qui était France Bloch-Sarrazin. Un interné qui arrive dans une nouvelle cellule, son premier geste, c'est d'essayer de voir s'il y a quelqu'un derrière le mur. Alors, ça répond de l'autre côté, donc il y a quelqu'un. C'est comme cela que je découvre ma voisine et qu'elle va pouvoir me dicter son nom et je vais parler sous le vasistas avec elle et je vais la connaître pour longtemps. Dans ces conditions de misère, de mort, l'amitié, les échanges que nous avions étaient un soutien considérable. Au bout d'un moment, quand on parlait comme ça, elle me disait « Ah, Marie-Jo, j'arrête, parce que quand on est dans des conditions comme la nôtre, il ne faut pas s'attendrir. » Je ne pouvais pas voir ma voisine. Nous communiquions uniquement par la parole. Cependant, un jour, je l'ai vue passer. Parce que dans la porte, il y a un petit œilleton.
En général, les internés, les prisonniers, l'avaient percé. Quand il y a eu leur procès, je l'ai vu passer. Alors on voyait cet ensemble de grands résistants enchaînés qui partaient le matin très tôt, et elle, seule femme, très pâle, avec ses cheveux noirs bouclés, mais toujours très digne. France n'avait guère d'illusions sur son destin à ce moment-là, parce que son cas était très grave, évidemment. Elle m'avait expliqué qu'elle était chimiste et qu'elle avait fabriqué des explosifs pour son groupe de résistants, vous voyez, dont elle était la seule femme. Et elle était en même temps juive communiste, c'est-à-dire pour les nazis, elle avait tout ce qui était le plus grave. Elle était classée terroriste et elle pensait qu'avec de telles charges contre elle, qui avaient été tout à fait évidentes, elle n'avait pratiquement pas de chance de survivre. Le 30 septembre 1942, France Bloch est condamnée à mort. À la prison de la Santé, l'attente commence. Durant cette longue attente, je t'ai aussi raconté, Marie-Josée, comment mon fils a été sauvé, ou plus exactement qui l'a sauvé des mains de la police de Vichy. Le jour de mon arrestation, j'attendais chez moi l'arrivée de Monette, Antoinette Touchet, qui avait été au service de ma sœur Marianne pendant plusieurs années, et dont je t'avais dit les liens d'affection, de fidélité qui nous unissaient. Roland était près de moi. J'étais très préoccupée car j'avais projeté avec nos amis les plus proches l'évasion de Fredo, du camp de Voves, où j'avais pu le voir 3 jours plus tôt. L'évasion était prévue pour le 18 mai et nous étions dans l'urgence. Mais j'ignorais que j'étais filée depuis plusieurs mois et que la police de Pétain ne me laisserait pas le temps de libérer mon Fredo. C'est au cours de la perquisition que Monette est arrivée. Elle a été questionnée, fouillée. Comprenant immédiatement le danger que courait Roland, à la première occasion, elle s'est emparée de lui et elle est partie sans se faire remarquer. Dans les jours qui ont suivi mon arrestation, la police a tenté de le retrouver. Avant mon transfert à la Santé, Monette m'a fait savoir qu'il et de son mari Francis, ils avaient réussi le 6 juin à prendre la route de la Normandie. Mon fils était bien avec eux. Le 17 octobre 1942, France et moi sommes transférés à Fresnes avec toute la division. Le 27 novembre est signifié à France son départ pour l'Allemagne. En 1945, les parents de France reviennent de l'étranger. Ils entreprennent des recherches pour retrouver leur fille. Dans une lettre à son ami Roger Martin Dugard, Jean-Richard Bloch fait le récit de ce qu'il a appris. La Mérigote, 26 septembre 1945. Mon cher ami, j'entretiens avec toi un dialogue muet depuis que j'ai reçu ta lettre.
Combien y a-t-il de mois de cela? Que t'importe que je me sois mis 100 fois en disposition d'y répondre. Tu n'as pas reçu ma réponse et tu es en droit d'en être peiné. Comment cela s'est-il fait? C'est que le drame du retour est peut-être plus difficile à vivre que celui du départ. Et quel retour? Dans un pays exsangue, affamé, dévasté, souillé moralement et matériellement. Dans une famille décimée, crevée de vide sanguinolent, au milieu d'un hiver glacial, sans logis, sans foyer. Tu sais peut-être que ma mère, une de mes filles, son mari avait disparu. L'une déportée, l'autre arrêtée. Notre maison ici, occupée, souillée, pillée pendant 2 ans par les types du commissariat aux affaires juives, la Gestapo, la milice enfin. Je rentrais en France nu comme Job, tous mes manuscrits réduits en cendres au cours d'un bombardement en URSS. Nous sommes romanciers chez Roger. Lequel de nous avait imaginé quelque chose qui approcha du voyage que nous fîmes, ma femme et moi, par ces jours glaciaires de février sur les routes détruites de notre malheureux pays, à la quête des membres dispersés de notre famille, parents sans enfants, orphelins. L'hiver, le printemps se sont passés pour moi en une dure bagarre pour rebâtir les assiettes d'une existence. Nous poursuivions nos recherches. J'ai été 2 fois en Allemagne, poussant jusqu'en Tchécoslovaquie. Enfin, à peu de temps l'une de l'autre, les 3 nouvelles définitives sont venues ruiner nos dernières espérances. Ma mère, notre fille, notre gendre. Ce n'est rien de dire notre gendre, notre fille, quand l'interlocuteur ne peut pas mettre sous ces mots poussiéreux une image, un souvenir, un visage, un son de voix, l'éclat d'un regard. C'est à bout de force que nous sommes arrivés dans cette maison dépouillée où tout était à remettre en ordre. En fait, je n'ai retrouvé ni mon équilibre physique, ni mon équilibre mental. Je titube au milieu de ces souvenirs et de ces images. Je marche sur du verre pilé. On vit encadré par des visions d'horreur qui se lèvent à tout bout de champ et vous prennent au dépourvu. J'ai quitté la prison de Fresnes le 27 novembre 1942, à la nuit tombante. Dans le car qui nous transporte, Silo, que j'avais connu à la santé, est à mes côtés. En traversant Paris, quelques images, familières et furtives. Une rue, une maison, un mur rose. Voici la gare de l'Est, la même où 1 an plus tôt, j'étais venu accompagner mes parents. Ils allaient essayer de rejoindre Moscou. Dans le compartiment, nous sommes 6, en partance pour l'Allemagne. Le jour se lève, il pleut, il fait froid.
Où sommes-nous? Nous resterons 8 jours à la prison de Karlsruhe, puis c'est encore le train, direction Hambourg. Nous y resterons également 8 jours. Puis nous voilà à la prison de Lübeck, cette fois-ci, pour plusieurs semaines. Le 20 janvier, la surveillante entre dans la cellule, un papier à la main. Sarrazine, au bureau. Dans quelques jours, retour à Hambourg. Terminaison de votre jugement. C'est le 10 février 43 vers midi que France Bloch Serrazin arrive chez nous. Nous voyons qu'elle est une détenue nuée brouillard, car il manque l'acte habituel d'accompagnement. Avec la mort, son nom doit aussi être effacé pour toujours. Mon bureau de service se trouve en face de sa cellule. Quand j'entre chez elle, je vois un visage sombre, marqué par le deuil, et 2 grands yeux, également sombres. Elle sait qu'elle sera décapitée. Mais ni d'elle, ni de nous, la date n'est connue. Quelques jours avant, une étudiante polonaise a été exécutée de la même façon. France Bloch fait défiler sa vie. L'enfance heureuse, la maison familiale, les amis. Il me semble voir le village natal à la campagne, avec lequel elle a tellement de liens. Le jardin, ses chats qui se lovent dans ses bras. Le 12 février, vers midi, le procureur arrive dans sa cellule. Il lit à nouveau la condamnation à mort et confirme par là même que l'exécution aura lieu à 9h du soir. Deux photos de la jeune femme sont prises. France Bloch est conduite dans la cellule du condamné à mort, où se trouvent 2 gardiennes. Nous avons 6 heures devant nous. France écrit des lettres d'adieu. Elle craint qu'elle n'arrive jamais. Je la rassure. Mon Fredo, cette lettre est la dernière que tu recevras de moi. Ce soir à 9h, je vais être exécutée. J'ai été condamnée à mort le 30 septembre. Mon recours en grâce a été refusé par le Führer du Troisième Reich. Je vais mourir, comme tant d'autres sont tombés depuis des mois. Tu ne m'as donné que du bonheur. J'étais fière de toi, fière de notre union, fière de notre si profond accord, fière de notre cher amour de Roland. J'ai vécu tous les mois à la santé en contact quotidien avec notre ami Raymond. Je serai digne de lui, de toi, de nous. Dans quelques heures. Je ne vais pas m'attendrir, Fredo, tu comprends? Je ne dois pas. Je meurs pour ce pourquoi nous avons lutté, j'ai lutté. Tu
sais comme moi que je n'aurais pas pu agir autrement que j'ai agi. On ne se change pas. Reste beaucoup en contact avec tous. Mon amour, sois très courageux. Autant que moi, que notre amour était fort, solide, était vrai. Tu sais que je suis à toi. Les aiguilles de la montre tournent. France me prie de lui réciter quelques vers de Goethe. Elle respire profondément et calmement. On lui relève les cheveux en les attachant. Elle doit dénuder son buste. On lui attache les mains derrière le dos. France se tourne vers moi en signe d'adieu. Il est 9 heures du soir. Je réussis à m'évader du camp de Vauves en septembre 1943. Durant tous ces mois de détention, seules les nouvelles de l'arrestation de France, puis du jugement me sont parvenues. Ensuite, plus rien. Plus aucune trace d'elle. Après l'évasion, j'ai rejoint la résistance dans la Loire. Je me suis engagé chez les FFI sous le pseudonyme de Maurice. Mon parcours s'est terminé le 15 juin 1944, à Saint-Étienne. Arrêté par la milice, j'ai été torturé et puis exécuté. Mais juste avant, j'avais pu voir mon fils, caché par Francis et Monette à la Marcaudie en Dordogne. Dans ma valise, une boîte à secret, fabriquée pour France lors de ma détention, et un avion en bois pour Roland. Il allait avoir 4 ans. Un âge où les images s'inscrivent dans la mémoire. Te souviens-tu de moi, Roland? Non, je ne me souviens pas de cette rencontre. Comme s'est évanoui le visage de ma mère. Mais au fond de moi, j'ai toujours su. Et puis, cette boîte à secrets, avec ces messages d'amour, avec votre histoire à l'intérieur, ne m'a jamais quitté. Toutes ces traces que vous avez laissées
elles sont indestructibles.